Merci à tous les trois. Martin Landais, merci d'être là. Vous êtes sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. Merci. Alain Quinet, vous êtes directeur général exécutif stratégie et affaires corporate SNCF Réseau. Et Antoine Quentin, vous représentez CCR. Vous êtes le directeur des réassurances, conseils et modélisation. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, pour une fois de plus fixer un petit peu les choses. Il y a urgence. Hein, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui à souligner, avec deux mots-clés, on va le voir ou le revoir, ça sera une confirmation. Adaptation et prévention, on regarde ce petit film. Voilà, avec cette présentation que nous avons bien présent à l'esprit, vous allez aussi pouvoir nourrir notre réflexion, nos réflexions, via Klaxoon, ce sondage que nous vous proposons, un sondage adapté à votre commune ou votre ville. La question posée, c'est est-ce que votre ville, votre commune, a adopté déjà des mesures d'adaptation du territoire pour faire face aux risques climatiques, pas l'interrogation, ou est-ce qu'elle travaille dans cette direction, mais elle n'a pas encore adopté de mesures d'adaptation du territoire, deuxième option. Troisième choix, est-ce qu'elle n'a rien fait du tout? Bon, peut-être. Enfin, dernière possibilité, vous ne savez pas vraiment. Vous répondez via Klaxoon à ce sondage dont on se servira probablement pendant ce débat. Martin Landais, vous êtes sous-directeur des assurances au Trésor. Vous faites déjà beaucoup, vous, dans ce domaine. Vous travaillez notamment avec CCR. J'ai envie de vous demander tout simplement, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus? Mais je sais que vous allez recommander plusieurs choses, par exemple la coalition des acteurs, et puis bien entendu, toujours se concentrer sur l'innovation. C'est ça que vous proposez. Le micro est devant vous. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais commencer par pas répondre à votre question. Oui, ça, vous avez tout à fait le droit. Pour réagir au petit film qui a été montré, très bien. C'est fait pour parce que ça, je crois qu'il y a un élément extrêmement important, c'est la prise de conscience au niveau européen et au niveau mondial du risque climatique et de la place centrale de l'assurance. Et je crois que ça, c'est un élément vraiment... on a un point de bascule. En France, on est habitué, on a ce système que nous, on considère avec la CCR comme un trésor national qu'il faut chérir et qu'il faut adapter pour le faire évoluer, pour assurer sa soutenabilité. Mais je crois qu'en Europe, on voit bien une prise de conscience. Confère la loi de finances pour 2024 en Italie qui crée un régime d'assurance des catastrophes naturelles, en particulier sur les séismes et l'inondation. On voit que EIOPA, que la BCE s'intéresse aux insurance gaps, enfin au déficit d'assurance de ces risques, et au niveau international, notamment G7, G20, avec ces questions qui deviennent centrales. Donc je crois que vraiment la centralité de l'assurance comme un élément clé de réponse et d'outils
pour accompagner ce changement climatique, c'est vraiment un élément nouveau du paysage. Voilà. Alors, ayant dit ça, je réponds quand même à votre question, enfin j'espère. Ce régime CatNat, effectivement, c'est un régime qui n'est pas figé, c'est un régime en évolution. Hein. Et je crois que ça n'a échappé à personne. Au cours des 18 derniers mois, il y a quand même un certain nombre de mesures législatives, réglementaires, qui sont venues l'adapter pour essayer de le faire évoluer et répondre à un certain nombre de nouvelles contraintes et de nouvelles attentes sociales. Si on prend les suites de la loi dite Baudu, eh bien, désormais, le régime des catastrophes naturelles, il prend en charge le relogement d'urgence jusqu'à 6 mois. Un risque qui est émergent, c'est le risque, qui est en croissance constante, c'est le risque de retrait-gonflement des argiles. Hein. Quand on regarde les chiffres sur le RGA, en acronyme, quand on regarde les grandes tendances sur 40 ans, le RGA, c'était, depuis 82, c'est 40% des sinistres. Si on regarde sur les 10 dernières années, c'est plus de 50%. Et ça se poursuivra. Alors, et donc, vous disiez 11 millions d'habitations concernées. 11 millions d'habitations concernées. Donc, et pour répondre à ça, ordonnance du 8 février 2023 qui essaye de mieux prendre en compte ce risque avec la prise en compte désormais de sécheresses d'ampleur significative successives et la modification des critères. Donc, le point essentiel, c'est que c'est un régime qui est solide, mais qui doit s'adapter en permanence pour répondre à la fois à l'environnement climatique et aussi aux attentes sociales. Et dans la méthode, on parle de coalition des acteurs. Ça signifie que vous, au plan gouvernemental, parce que ça concerne plusieurs ministères, le travail en commun de tous les acteurs ministériels, c'est déjà le cas. Ça peut encore fonctionner mieux qu'autrefois ? En fait, ça doit fonctionner mieux. De toute manière, on n'a pas le choix. Non pas que ça fonctionnait mal, mais pour répondre aux enjeux, il faut évidemment renforcer ça. Et on voit bien qu'il y a une chaîne qu'il faut activer. Vu du Trésor, pour nous, le point pivot de cette chaîne, c'est évidemment la Caisse centrale de réassurance, qui doit être cet élément fédérateur de toute la chaîne, à la fois de prévention et d'agilité dans la réponse. Et puis enfin, d'avoir une vision d'anticipation de certains nouveaux risques émergents. Vous avez vu que le dernier rapport au ministre en décembre 2023 essayait de faire une cartographie de ces risques émergents en essayant de tracer une frontière d'assurabilité. Et donc ça fait partie effectivement des travaux de CCR, d'être dans l'anticipation. Alors vous dites anticipation, vous avez parlé de la centralité de l'assurance. Il y a une autre notion qui est importante, je sais aussi à vos yeux, c'est la conscience de l'assurabilité. Vous pouvez expliciter un peu ça ? Je crois qu'effectivement, ce régime des catastrophes naturelles, il a fonctionné jusqu'à présent sur un équilibre, notamment financier, dont on voit qu'il est mis en péril. Et typiquement, une des mesures qui a été prise il y a quelques mois, c'était d'augmenter la surprime des catastrophes naturelles qui est passée de 12% à 20% à compter du 1er janvier 2025. Cette augmentation, elle était inéluctable et je crois que vous avez évoqué l'ensemble des acteurs. L'ensemble des parties prenantes étaient d'accord pour dire qu'il faut augmenter cette surprime. Et on voit bien que même l'ensemble de nos concitoyens ont conscience que finalement, pour financer, il faut être financé. La ressource, c'est la surprime. Et on voit bien que depuis quelques années, les réserves de la CCR baissaient dangereusement, et que donc il était nécessaire de revenir à une forme d'équilibre. Est-ce que ce sera suffisant ? On n'en sait rien. On voit que dans le rapport confié notamment à Thierry Langreney, on voit que dans des propositions de loi avancées par le Sénat, la question de l'indexation de la surprime dans le temps pour permettre qu'elle suive l'évolution de la sinistralité est posée. Voilà, c'est des questions qu'il faudra étudier. On disait ce matin, on a entendu aussi que le prix, c'est pas seulement la réponse, mais c'est une réponse. Et effectivement, j'ai envie de dire un peu vulgairement, c'est toujours ça de prix, en tout cas pour l'instant. Exactement. Le financement, c'est une partie d'un tout. Dans ce tout, il y a évidemment la prévention, et sans prévention,
de toute manière, ça sera une course qu'on ne pourra pas gagner. Et donc, c'est vraiment ce sujet qui est clé, la prévention et l'adaptation. Et je crois que, notamment, Antoine Pellion, ce matin, a évoqué le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est une mobilisation de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des départements ministériels au service d'un objectif, préparer la France à un environnement à plus 4 degrés. Alors vous dites l'ensemble des acteurs, je me tourne vers vous, Alain Quinet, vous représentez ici l'entreprise publique, la SNCF. Alors vous êtes exposé au risque climatique, par définition. J'ai envie de vous demander d'abord, pour démarrer, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, à la SNCF? C'est l'argile, c'est l'eau, c'est autre chose? C'est probablement l'eau, non? Le risque d'inondation. Clairement, c'est l'eau, pour répondre directement à votre question. Peut-être quand même se dire, avant d'évoquer les risques, nous, on a une caractéristique, c'est qu'on est depuis toujours exposé au climat, aux saisons, aux aléas climatiques. C'est un sujet que vous connaissez déjà. Donc c'est un sujet que tous les réseaux ferrés connaissent bien. Et on fait rouler des trains sur toutes les latitudes. Il y a des trains qui roulent dans des régions en Finlande et en Russie. Il y a des trains qui roulent très bien au Maroc ou en Arabie Saoudite. Donc on sait faire rouler des trains sur toutes les latitudes. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce qu'on constate, nous, c'est 3 choses aujourd'hui. Des choses très basiques. La première, c'est qu'on a une végétation qui est beaucoup plus abondante. La végétation pousse beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Il y a en plus des espèces invasives. J'étais il y a 2 jours en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a la renouée du Japon qui s'installe en Bourgogne-Franche-Comté. Ça grimpe de 5 cm par jour à peu près. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les animaux viennent sur les voies. Ça veut dire que les arbres peuvent tomber sur les caténaires. Ça veut dire qu'il peut y avoir des départs de feu. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc je dirais le premier risque qu'on voit, c'est le traitement de la végétation. Le deuxième risque, c'est qu'on voit qu'on a des aléas, des tempêtes. Ça a été cité au début de cet après-midi. Et donc les tempêtes, ça provoque quelques dommages aux actifs. Mais ça reste relativement limité. Surtout, c'est les clients qui voient les effets. Alors, historiquement, les clients, ils voyaient surtout les retards. Et on a changé notre stratégie, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans, en fait, on stabilise les retards. Et ce qu'on assume de ne faire, c'est de ne pas faire partir les trains. Donc on a un partenariat avec Météo France qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus intense. Et donc quand on a un avis de tempête, bien on ne fait pas partir les trains. L'année dernière, il y a 11 000 trains qui ne sont pas partis. Y compris pendant les périodes de canicule, par exemple? Alors, canicule, il y a des trains qui roulent dans des pays plus au sud, mais... Alors, en période de canicule, en général, ce qu'on peut parfois faire, c'est ralentir la vitesse des trains. C'est rare qu'on annule pour une raison de canicule, en fait. C'est plutôt les tempêtes et les vents qui justifient des arrêts de train. Les canicules, en général, l'important, c'est que le train soit climatisé. Mais voilà, on peut éventuellement ralentir les trains. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on constate aujourd'hui. Et effectivement, quand on se projette dans l'avenir, il y a tout ce qui est vent et tempête qu'on voit déjà. C'est en fait le domaine qui est le plus difficile à modéliser, parce que quand on regarde les travaux du GIEC, c'est pas tout à fait évident de bien comprendre quelles sont les tendances à venir en termes de fréquence, d'intensité. Par contre, effectivement, on voit 2 effets. Il y a les effets de réchauffement pur et les effets d'eau. Alors, le réchauffement pur, comme je l'ai dit, c'est pas en soi un très gros... Enfin, en tout cas, c'est un problème qu'on sait gérer. On sait prendre des mesures défensives et préventives. C'est essentiellement des questions de réglage. En revanche, effectivement, l'effet le plus pernicieux, c'est l'eau. Alors les ruissellements, les inondations par ruissellement, par débordement, par montée des nappes phréatiques, retrait et gonflement d'argile, comme ça a été dit. Alors quel type de réponse déjà vous commencez à mettre en place par rapport à ces nouveaux risques? Alors, ce qu'il y a de pernicieux dans les effets de l'eau, c'est que ça se voit pas forcément à l'œil nu. Donc en fait, la première chose, c'est déjà de bien identifier le phénomène. Donc ça veut dire, alors je reviens, couper la végétation, on voit mieux, curer les fossés. C'est assez basique, mais c'est très efficace. C'est quelque chose dans un mainteneur qui est sur les voies pour maintenir la voie, la première chose qu'il va regarder, c'est les rails, les traverses, le ballast.
hein, pour s'assurer que tout ça tient bien, que la géométrie est bonne. Maintenant, on réapprend en fait aussi à regarder tous les ouvrages hydrauliques qui vont autour, et notamment s'intéresser au curage des fossés, à l'écoulement des eaux. Donc ça, c'est un peu pour la maintenance. Est-ce que, par exemple, l'argile, ça peut être une menace pour les infrastructures? Il y a des ponts, il y a... Oui, alors sans doute pas à court terme. Hein, c'est un risque quand on se projette plutôt à l'horizon du milieu du siècle. Donc ça, ce que ça incite à faire surtout, c'est à renforcer la surveillance. Hein. On a en fait un réseau qui est gigantesque. Hein, en France, comme dans la plupart des pays européens, on a 30 000 km de voies, 50 000 km de voies. On a 13 000 ouvrages d'art, on a énormément de passages à niveau, etc. Donc, on ne peut pas surveiller tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est de bien identifier les ouvrages les plus critiques et puis de déclencher des visites et des surveillances renforcées ou de mettre des capteurs à partir de certaines alertes. Par exemple, on recense tous nos talus. Hein, soit 80% du réseau ferré français, il est en déblai ou en remblai. Voilà. Donc on surveille nos talus, on a une cartographie des talus qu'on va considérer comme étant les plus critiques, c'est-à-dire susceptibles de bouger. Et puis dès qu'on dépasse un certain seuil de pluviométrie, on va déclencher une visite pour vérifier que tout va bien. Et puis on va installer des capteurs aussi pour surveiller les pentes. Voilà. Et quand on vous dit par exemple, c'était le thème des travaux de ce matin, oui. Le futur à plus 4 degrés, c'est quasiment pour demain. Oui. Vous travaillez déjà, je dirais, sur ces scénarios-là ou pas? Oui, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que d'ailleurs, vous avez cité dans la présentation le jumeau numérique qui se met en place. Donc, en fait, d'abord, on essaye de cartographier, mais je dirais kilomètre par kilomètre, l'ensemble du réseau ferré pour identifier les risques et les zones de vulnérabilité. Ça, c'est la première chose. J'ajouterais aussi qu'on essaye, alors c'est plus spéculatif, mais qu'on essaye de comprendre ou de scénariser ce que pourraient être les comportements aussi des clients. Donc ça veut dire la mobilité, nouvelles mobilités. Il n'y a pas uniquement l'analyse de risque, il y a l'analyse des comportements. On se dit que dans la deuxième moitié de ce siècle, peut-être que les Français habiteront pas toujours dans les mêmes zones. Hein. Peut-être qu'il y aura un phénomène de déplacement en Europe vers le nord ou vers l'ouest. On se dit qu'il y a aussi des changements touristiques possibles. D'ailleurs, la France, de ce point de vue-là, devrait être un pays plutôt attractif. Et puis, il peut y avoir aussi des changements dans les habitudes au quotidien. Peut-être qu'il y aura des renoncements à certains déplacements quand ce n'est pas pour des motifs professionnels. Peut-être que l'attractivité du train dépendra de manière radicale de la possibilité d'offrir un habitacle frais. Hein, voilà. Donc il faut regarder tout ça en même temps. Hein, voilà. Parce que le réseau, il est par définition lent à s'adapter et il ne faut pas courir après les changements d'habitude de mobilité. Est-ce que vous avez des collaborateurs véritablement formés à ces risques aléas climatiques et capables d'anticiper, je dirais, à court ou moyen long terme? Alors d'abord, vous savez, nous on a une entreprise, on est 55 000 collaborateurs. Plus de la moitié, ce sont des mainteneurs qui sont sur les voies, hein, sur les chantiers. Donc eux, d'abord, ils subissent de plein fouet hein, le changement climatique. Hein. Il faut entretenir des voies avec un rail qui peut monter jusqu'à au-delà de 50 degrés, 60 degrés, hein, jusqu'à 60 degrés en période de canicule. Donc de toute façon, eux-mêmes, ils peuvent être dans des guérites surchauffées. Donc effectivement, il faut d'abord qu'on adapte aussi nos pratiques de travail. Et puis, il y a effectivement donc une conscience assez claire à tous les niveaux de ce besoin d'adaptation. Simplement, ce que je dirais, c'est que on cherche à éviter le réflexe un peu naturel qui est l'adaptation d'emblée des actifs. Hein, on pense qu'on a beaucoup à faire en adaptant à la fois les pratiques d'exploitation, hein, mettre des ralentissements de vitesse pour économiser les rails, adapter la maintenance, comme je l'ai dit, développer la surveillance en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis ensuite, profiter des cycles de régénération des actifs pour introduire des composants plus résilients. Peut-être que, pour terminer ce point précis, puisqu'il était question de coalition, mon voisin parlait de coalition, nous, effectivement, on a besoin aussi de travailler avec nos propres coalitions. Dans nos coalitions, d'abord, on a besoin des industriels,
parce que nous, on est intégrateur, ensemblier, mais les composants, ils sont fabriqués par des industriels, et donc c'est très important qu'on travaille avec la filière industrielle française pour justement parvenir à des composants plus résilients. Jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec notre filière sur la décarbonation. Décarbonation du rail, décarbonation du ballast, du béton, etc. Et on voit bien qu'on a maintenant un nouveau chantier qui est que pour les prochains composants, les prochains cycles de régénération, avoir de l'électronique, des caténaires qui soient plus résilientes. Ça, c'est un point très important. Et puis, on a besoin aussi de coalitions territoriales. Parce que le travail d'adaptation qu'on va faire sur nos voies, il va avoir des incidences sur le reste du territoire. Si on a des abords de voies qui sont bien nettoyés, peut-être qu'on pourra servir de barrière en cas de départ de feu, éviter la propagation. Quand il y a des tempêtes, parfois la voie ferrée, c'est le dernier mode, on l'a vu dans les Alpes, hein, c'est le dernier mode qui fonctionne. Et puis inversement, on dépend aussi beaucoup de la gestion des sols autour de nous. Si on a des sols artificialisés avec des écoulements d'eau qui se font mal sur nos voies, quand on a des champs aussi, hein, c'est très simple, hein, mais si vous avez l'agriculteur qui trace ses sillons selon que c'est perpendiculaire ou parallèle aux voies, on n'aura pas les mêmes effets de ruissellement. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été très concret. Antoine Quentin, directeur réassurance, conseil et modélisation CCR. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, si je vous dis tout simplement pérennité, malgré tout ça, du régime CatNat, au fond, vous répondez quoi ? Alors peut-être, je vais répondre en deux temps. Oui. Parce qu'effectivement, il y a le sujet de l'adaptation du régime, mais peut-être qu'avant de parler de l'adaptation, c'est de rappeler un certain nombre de fondamentaux. Bien sûr. Et notamment les grands principes du régime, responsabilité, solidarité, équité, et ces trois fondamentaux restent. Et notamment, le lien, c'était évoqué ce matin par Nicolas Baudusseau, le lien prévu dès 1982 entre l'indemnisation et la prévention. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que les fondamentaux du régime sont forts et restent valables. Et contrairement à d'autres dispositifs où il a fallu, je pense notamment au système de couverture des risques en agriculture, où il y a eu une réforme qui est venue changer vraiment fondamentalement le système. Là, il faut garder les fondamentaux, mais il faut plutôt les décliner. Et donc, il y a plusieurs pistes d'adaptation. Je vais en citer quelques-unes. Il y a un travail sur la connaissance du risque. Et donc, ça a déjà été évoqué depuis ce matin, mais il y a le travail de la cartographie, parce qu'il faut connaître à un niveau national les risques auxquels on est exposé. Alors, avec peut-être un point qui nous tient à cœur chez CCR, c'est, bien entendu, il faut connaître le niveau d'exposition des risques, mais il faut aller au-delà, il faut être capable d'identifier, alors c'est des territoires assez restreints, mais il faut avoir le courage de dire qu'il y a certains territoires qui peut-être à terme ne seront plus non seulement assurables, mais plus habitables, et il faudra les traiter. Mais cette première brique de la cartographie est essentielle, et à partir de cette brique, on va pouvoir décliner d'autres choses. Deuxième exemple, c'est l'observatoire de l'assurabilité. C'est à partir de cette cartographie des risques qu'on pourra vraiment objectiver les problèmes d'assurabilité sur le terrain. Est-ce qu'il y a des zones où il y a un début de désengagement, ou est-ce qu'au contraire, finalement, tout le monde continue à trouver l'assurance? Et puis le troisième point, c'est celui de la prévention. Et donc, comme je le disais, dès 1982, le lien était très fort entre indemnisation et prévention. Alors, on a parlé de la mise en place des PPR qui étaient prévus dès le lancement du système, mais même au niveau de l'indemnisation, on prévoyait de n'indemniser que quand les mesures de prévention habituelles n'avaient pas produit leurs effets ou n'avaient pas pu être mises en place. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout à l'époque de décliner ça totalement opérationnellement. Donc maintenant, il faut qu'on décline ça vraiment d'un point de vue très opérationnel. Ça, c'est des exemples d'innovation que vous souhaitez. Voilà, alors effectivement. Il peut y en avoir d'autres. Pour préserver l'assurabilité, un point clé, c'est de développer la prévention et la prévention individuelle. Pour donner quelques exemples, c'est dans une zone très exposée aux inondations, que les assurés sont incités à mettre des bâtards d'eau pour que l'eau ne rentre pas dans leur maison. Sur des terrains argileux, y compris sur le bâti existant, c'est qu'on mette en place des solutions simples de prévention. Nous, on pousse beaucoup
les solutions dites horizontales. Alors concrètement, c'est quoi? C'est poser des barrières antiracinaires pour limiter l'impact de la végétation, c'est poser un réseau de drainage pour que l'eau s'évacue bien et que le taux d'humidité au niveau des fondations ne varie pas trop. Voilà, c'est des choses très concrètes et il va falloir trouver un dispositif opérationnel, simple pour l'assurer, pour qu'effectivement il soit réellement incité à mettre ça en œuvre. Merci, ça ce sont vos recommandations. Martin Landais, mais au fond, qui doit faire ça? C'est pas forcément l'État, c'est les communes, c'est directement les citoyens concernés, mais ça peut coûter cher éventuellement. C'est un peu tout le monde, c'est ça que vous allez... Ouais, c'est une équipe et tous les acteurs doivent se mobiliser parce que individuellement, chaque acteur ne peut pas l'emporter. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Antoine. Deux gros piliers du régime, c'est effectivement la prévention et c'est la solidarité et la mutualisation. Sur ce deuxième point, solidarité, mutualisation, avant de revenir sur la prévention, le régime il s'inscrit et il se fonde sur la Constitution, le préambule de la Constitution de 1946. Enfin, je sais que tout le monde sait ça par cœur, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de très fortement enraciné dans notre préférence sociale pour cette socialisation et cette solidarité. Et je crois qu'au fond, pour l'adaptation de notre modèle, cette préservation de la mutualisation, elle est clé et elle est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Trouver les bons leviers pour maintenir cette mutualisation sur l'ensemble des territoires, c'est absolument clé et je crois que c'est un des sujets sur lesquels tous les efforts doivent se concentrer. Alors, on a la chance en France d'avoir une présence territoriale assez large de l'ensemble des acteurs assurantiels, mais on voit bien que ici ou là, la présence devient plus faible, s'atténue. Et l'enjeu, c'est bien que les assureurs soient présents dans des zones avec des bons risques, mais qu'ils restent dans des zones ou qu'ils viennent dans des zones où les risques, alors certes, pas des zones qui sont concernés par le trait de côte, évidemment, mais en tout cas, des zones qui sont plus en tension. Ça, c'est un souhait de votre part. Enfin, c'est un constat, un souhait et un engagement à l'action de l'ensemble des parties de trouver ces mécanismes de mutualisation. Cette mutualisation, il faut la documenter, enfin cette démutualisation, il faut la documenter. Et c'est pour ce faire que ce qu'évoquait Antoine sur l'observatoire, de la présence des assureurs est clé et que c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler. Ça, c'est le premier point. Sur la prévention, je dirais que c'est évidemment un élément central du régime sans lequel il ne peut pas prospérer. Et sur ce point-là, on voit bien que sur la prévention collective, le fonds dit Barnier répond à un certain nombre de besoins. En revanche, et c'est ce qu'a évoqué Antoine, on avait quand même un angle mort qui était la prévention individuelle et en particulier sur le RGA. Le RGA, ça ne fait pas partie du fonds Barnier, puisqu'il n'y a pas de risque immédiat sur la vie humaine. Et pour autant, on voit bien, vous le citiez, 11 millions de maisons concernées, c'est un élément qu'on ne peut pas laisser de côté. Et donc, il faut trouver des financements, éventuellement des fonds avec des fonds publics en amorçage. Les fonds publics ne pourront pas répondre à l'ensemble du besoin de prévention. En revanche, s'interroger sur des financements, et notamment dans le cadre de ce qu'a fait la mission risque naturel avec CCR sur financer des mesures innovantes pour avoir une étude sur 5 ans sur les mesures qui sont les plus pertinentes et les plus efficaces pour lutter contre le RGA. Ça, je pense que ce sont des choses que, notamment dans le plan national d'adaptation, il sera utile d'envisager. Bon, on va passer à vos questions, mais je vous laisse peut-être découvrir le résultat du mini-sondage que nous avons fait il y a un instant. Vous vous souvenez, est-ce que votre ville, votre commune s'est adaptée ou est en train de s'adapter au fond à ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer demain? Vous découvrez avec moi les réponses. Vous êtes 52% à avoir dit finalement que votre commune a adopté des mesures d'anticipation. Voilà, il y en a quand même un certain nombre qui disent qu'ils ne savent pas trop. 6%, 7%, je vous laisse découvrir évidemment les résultats de ce sondage qui est une photographie, je dirais, de notre public aujourd'hui. On va passer aux questions. Il y en a une qui est directe pour vous, monsieur. Voilà, il y a les statistiques météo fournies par Météo France sont-elles suffisamment fiables pour justifier des arrêts de train? Vous en parliez tout à l'heure.
étant donné que des erreurs peuvent engendrer des coûts très importants. Bon, est-ce qu'au fond, l'outil météo est bien adapté? Est-ce que tu entends, il n'y a pas des mal donnes? Oui, en fait, je suis même assez admiratif des progrès qu'a fait Météo France au fil du temps. Donc, nous, on a un partenariat extrêmement précis dans lequel on peut vraiment, par zone et par plage horaire, identifier où sont les risques principaux de tempête ou d'aléas. Donc, moi, j'estime que ce partenariat est fiable. On a commencé il y a une grosse année à faire des premières suppressions de trains, on appelle ça des stop circulation dans notre jargon, sur la base de ces prévisions météo. Et on l'a fait assez prudemment au départ parce qu'on se disait qu'on allait provoquer du mécontentement de la part des autorités organisatrices, de TER, ou de la part des clients. Et en fait, ce système, il est très bien reçu. En fait, les régions elles-mêmes ont souvent demandé sa généralisation parce que tout le monde préfère finalement que on annonce la veille à 17-18 heures que le train ne partira pas sur une plage et sur une zone donnée, plutôt que d'envoyer des clients en race campagne avec des trains bloqués par chute d'arbres sur les voies. Voilà. Donc moi j'estime que c'est un système qui fonctionne bien et comme il fonctionne bien d'ailleurs on est en train de le généraliser. Alors quand je dis le généraliser c'est évidemment c'est très ponctuellement, géographiquement et temporellement, mais en tout cas voilà c'est un des dispositifs les mieux compris. Avec j'imagine de la pédagogie pour vos clients, vos usagers. Oui c'est ça voilà la pédagogie et puis assumer des pertes de recettes pour nous aussi au passage. Il y avait une autre question que je vous cite. Pour se projeter dans cette nouvelle société du risque, les méthodes des entreprises privées sont-elles réplicables, notamment pour des élus locaux? Alors, je ne sais pas trop qui peut répondre. Est-ce que vous pouvez commenter? C'est peut-être pas vous. Mais bon, quand même, j'imagine que vous regardez ce que font les entreprises. Je suis pas sûr de totalement comprendre la question. Mais de manière générale, oui. Je pense que sur la manière, l'agilité d'une entreprise à faire évoluer son modèle, c'est quelque chose évidemment dont on s'inspire. Voilà, donc quand vous dites collaboration de tous les acteurs, c'est public-privé évidemment. Oui, allez-y. Non, juste très simplement, nous évidemment on travaille de plus en plus avec les gestionnaires d'infrastructures cousins, qu'ils soient publics ou privés. Donc nous, on va travailler avec les concessionnaires d'autoroutes, par exemple, avec les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz, les autres ça fonctionne. Les autres, on fait beaucoup de benchmarks et d'échanges de bonnes pratiques avec les autres réseaux ferroviaires européens. Donc ça, c'est effectivement très utile et donc ça transcende la distinction public-privé, bien sûr. Autre question, quel rôle de l'État pour mieux fédérer les acteurs du secteur et faciliter la conduite du changement? Vous l'avez déjà un petit peu abordé, Martin Landais, on peut peut-être compléter un peu? C'est une question. Je crois qu'on l'a évoqué sur la prévention. Susciter des initiatives de place, publiques-privées, pour des recherches, de l'amorçage de solutions innovantes, notamment sur le RGA. Ça fait partie des missions de l'État, avec des financements qui pourraient être en partie publics. Et ça, c'est extrêmement important. Et de manière générale, sur la prévention, on l'a dit, toute la chaîne doit être mobilisée. Donc là-dessus, on n'a pas le choix. Et puis, ensuite, sur la fédération et la mise en mouvement de tout le monde, je dirais qu'il y a aussi d'autres choses, typiquement pour redonner confiance à un certain nombre d'acteurs, notamment les assurés, typiquement sur l'expertise, puisque c'est un élément aussi important, ce sont des acteurs importants, sur l'indépendance de l'expert, sur la compétence de l'expert. On voit bien qu'il y a une forme d'insatisfaction d'un certain nombre d'assurés. Ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, notamment en préparant un décret sur l'encadrement du travail des experts qui devrait être publié dans les prochaines semaines. Une question probablement pour vous, Antoine Quentin. L'assureur pourrait-il ou ne devrait-il pas inciter directement et fortement son assuré à faire réaliser sur son habitation un diagnostic approfondi au risque inondation et RGA? C'est une question que je peux vous poser à tous les trois, mais peut-être d'abord vous, Alors je peux commencer, puis voilà. Mes collègues compléteront. Effectivement, sur le principe, on ne peut être que favorable à ça. Je pense que l'enjeu après, c'est de trouver le bon mécanisme. C'est un peu un sujet
carotte et bâton. La carotte, il faut qu'il y ait une réelle incitation. Donc, est-ce que c'est un dispositif d'accompagnement pour le financement de ces mesures? Est-ce que c'est de jouer sur la franchise, sur la surprime CatNat? Voilà, c'est d'ailleurs, il y a eu 5 questions là-dessus, vous avez raison de le signaler. Pour encourager la prévention à titre individuel, ne faudrait-il pas justement moduler cette franchise CatNat en fonction des mesures mises en place? Alors, c'est sans doute un levier, puisque sur la franchise CatNat, je rappelle qu'en moyenne, un particulier, il paye cette année 25 € en moyenne pour s'assurer contre les catastrophes naturelles. L'an prochain, ça passera à 40 €, mais c'est pas ça, c'est pas le levier de la prime qui va être incitatif. La franchise peut être plus incitative, mais aujourd'hui, c'est 380 € pour le risque inondation. Donc même ça, c'est insuffisant. Donc il y a un mécanisme à inventer en disant, eh bien, si vous mettez en mesure de prévention, la franchise baisse, mais peut-être aussi que si vous ne les mettez pas en œuvre, la franchise devra augmenter. Alors, c'est des choses qui ont été évoquées dans le rapport de la mission Langrenay. C'est aussi des choses qui sont présentes dans la PPL déposée par Christine Lavarde. Et je pense qu'il y aura des discussions dans les prochains mois. Sur ce point, peut-être un mot, Martin Landais? Non, effectivement, il y a un problème de niveau de franchise de toute manière, puisqu'on voit qu'elles sont à des niveaux qui n'ont pas évolué depuis très très longtemps. Donc il y a à la fois une question de niveau et une question d'incitation. Je suis partagé sur le fait de dire est-ce qu'il faut réglementer sur le conditionnement de cette franchise à un certain nombre de mesures de prévention, ou est-ce qu'il faut inciter les assureurs dans leurs relations contractuelles avec les assurés à mettre en place ce type de comportement? Je dirais que c'est plutôt la deuxième solution qui nous paraît la plus opérante. Mais encore une fois, est-ce que vous imaginez que les citoyens ou l'opinion publique est assez mûr aujourd'hui pour peut-être prendre en considération cette piste de réflexion? Difficile à dire, hein, c'est une question un peu... Non, difficile à dire, mais on voit bien que la prise de conscience, elle est quand même très aiguë. Et globalement, les discussions pourront s'entamer quand même dans un environnement qui est bien plus ouvert que quelques années auparavant. Bon. Peut-être une question un peu plus technique. Pouvez-vous expliciter les nouveaux critères RGA, notamment la succession de RGA? Voilà, période de retour, sur combien d'années étudiées, etc. Je ne sais pas qui peut peut-être... Je vais commencer, mais je vais laisser Antoine qui sait bien mieux que moi. Effectivement, tout ceci est né de l'ordonnance du 8 février 2023. Et les nouveaux critères de sécheresse, ils ont été modifiés dans une circulaire qui a été publiée en avril dernier, circulaire qui regroupe désormais l'ensemble des critères de reconnaissance des catastrophes naturelles pour l'ensemble des périls, donc pas seulement la sécheresse. Mais sur la sécheresse, il y a 2 points. De manière générale, c'est-à-dire pour les sécheresses significatives, on est passé d'une période de retour de 25 à 10 ans. Et par ailleurs, on a reconnu les sécheresses significatives et les successions de sécheresses significatives. Et ça, c'est 3 sécheresses d'ampleur significative sur les 5 dernières années. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, Antoine. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et peut-être un dernier point sur les critères, c'est qu'on a en plus élargi à la reconnaissance des communes limitrophes, puisque c'était un des reproches en disant 2 voisins de part et d'autre de la rue, la commune pouvait être reconnue et la commune d'en face ne l'était pas. Donc il y a aussi cet assouplissement qui a été prévu. Peut-être une question encore, ça je m'adresse à vous 3. Comment les gestionnaires d'infrastructures publiques peuvent-elles vraiment accompagner l'innovation et accélérer ce partage de bonnes pratiques au-delà de leur propre structure? On a déjà un petit peu répondu, mais par exemple, quand vous voyez cette question, M. Quinet, quelle réaction vous pouvez avoir? En fait, je vais peut-être répéter ce que j'ai déjà dit, mais peut-être en temps un peu plus précis. C'est-à-dire que nous, la première chose, c'est... je dirais travailler avec la filière, donc ça va jouer sur les cahiers des charges. Nous, on passe des marchés, on passe 3 milliards de marchés par an pour acheter des rails, du ballast, des transverses, de l'électronique, des caténaires, etc. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est simplement jouer sur les cahiers des charges pour avoir des cahiers des charges qui laisse de la place à l'innovation et qui sollicite cette innovation. Ça, c'est vraiment le point le plus important, parce que, comme je le dis, l'innovation, elle est quand même beaucoup dans les mains des équipementiers. Hein. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que c'est effectivement important de pouvoir partager entre gestionnaires d'infrastructures. Et moi, ce qui me frappe beaucoup... Avec qui vous partagez le plus? Alors, comme je dis, avec à la fois nos partenaires européens dans le domaine ferroviaire et les autres partenaires d'infrastructures dans les gestionnaires d'infrastructures en France. Voilà. Ce qui me frappe, c'est que les grands progrès aujourd'hui, ils sont dans la modélisation.
tout le monde développe des jumeaux numériques, des outils de modélisation pour essayer de scénariser un peu les risques qui peuvent se survenir. Donc, et c'est très concret. C'est-à-dire vous modélisez un bassin versant, vous injectez des chocs d'intempéries diverses, et puis vous regardez comment l'écoulement des eaux peut perturber vos ouvrages. Donc je vois de gros progrès dans la modélisation, et ce qui est quand même la première étape. On fait tous un peu les mêmes analyses de risque à 50 ans. Et la troisième chose, c'est mettre l'accent sur la protection des contrôles commandes. Si voulez-vous, tout le monde peut comprendre et assumer qu'à un moment donné, une route, une voie soit inondée. Ce qui est absolument essentiel en termes de résilience, c'est que votre centre de contrôle commande, lui, soit totalement préservé. Ça vous permet à ce moment-là de repartir plus vite en cas de choc. Quand on parle modélisation, évidemment, on se tourne vers vous. CCR, c'est-à-dire que vous ne conseillez pas seulement l'État, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillez des tas d'infrastructures publiques, des entreprises privées, on peut l'imaginer. Est-ce que vous allez le développer de plus en plus ? Alors effectivement, c'est vrai que on développe une activité de conseil. Alors je dirais que notre premier client, c'est mon voisin de gauche, et notre rôle premier, c'est d'apporter un appui technique. Hein. Un bon client. Un très bon client. Donc effectivement, notre première mission, c'est d'apporter un appui technique au pouvoir public, et bien sûr, il y a la Direction générale du Trésor, mais aussi la DGPR. Mais au-delà de ça, effectivement, on mène des missions auprès d'autres acteurs. Donc quelques exemples, de plus en plus des collectivités locales nous sollicitent pour qu'on les aide à mieux appréhender leurs risques au niveau de leur territoire. Donc on peut apporter soit des résultats de modélisation, soit des indicateurs d'exposition, de sinistralité. Et puis en termes de gestion d'infrastructure, on peut citer le travail qu'on avait mené il y a quelques temps pour RTE, pour évaluer l'impact du réseau électrique en France en prévision du changement climatique à horizon 2050. Et ce travail qu'on a fait pour RTE, on sait qu'il pourrait sans doute intéresser d'autres opérateurs. Dans le domaine de la cartographie des risques, au fond, il y a une question qui est posée un peu sur les enjeux de gouvernance. Pourquoi les enjeux de gouvernance sont-ils si déterminants sur cette question-là dans le domaine de la cartographie ? Je ne sais pas qui peut peut-être répondre un peu à ça, Martin Landais ? Je pense que la cartographie, elle est incontournable. Alors, il y a des cartographies qui existent de certains risques, mais effectivement, il n'y a pas de cartographie multipéril, en tout cas pas endossée par l'État. Et donc, ce qui est important, c'est qu'une cartographie, ça a des incidences qui peuvent être très concrètes sur un ensemble d'acteurs, notamment les maires, notamment des acteurs économiques, et que cette gouvernance, elle doit permettre de créer le consensus autour du constat et de la mise en œuvre de la cartographie. Et donc, c'est pour ça que, pour nous, la gouvernance, elle est essentielle pour que ce ne soit pas quelque chose de subi et de soudain, mais bien quelque chose qui soit co-construit et accepté par l'ensemble de la société. Merci beaucoup. C'est la fin quasiment de cette table ronde. Peut-être un dernier mot, Antoine Quentin ? Ce que l'on peut juste dire, ce qu'on voit depuis le début de la matinée, c'est vraiment, je dirais, cette bascule avec une prise de conscience. Et voilà, pour finir sur une note optimiste, on voit que sur le renforcement de la prévention, la préservation de l'assurabilité, il semble y avoir quand même un très large consensus, et donc ça va être le moyen d'avancer. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.